Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un maître assistant d'université. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en gouvernance universitaire et urbanisation des systèmes d'information. Il vient de mettre sur le marché le livre intitulé « Quelle université pour quelle Afrique ?» Un ouvrage de 162 pages paru aux éditions Multi-App. Monsieur Alain Capotiti est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis très heureux. Je salue les téléspectateurs. Les téléspectateurs vous saluent aussi. Avant de nous plonger dans votre ouvrage, d'abord, comment se porte l'école africaine aujourd'hui? L'école africaine, à mon sens, se porte mal parce que l'école n'a pas su s'adapter. L'Afrique s'est transformée, mais l'école est restée telle qu'elle est depuis 1960. Vous avez aujourd'hui l'université qui privilégie la connaissance alors qu'il faut que nous puissions privilégier la créativité et l'innovation. Donc pour moi, les défis que nous avons, l'école doit s'adapter. Et cette Afrique nouvelle qui, aujourd'hui, face au désespoir, les jeunes aujourd'hui prennent la route, la mer pour aller mourir dans les eaux méditerranéennes, il faut pouvoir redonner confiance à ces jeunes-là. Donc il faut une nouvelle école qui s'adapte du moins à cette Afrique nouvelle. Une nouvelle école, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage quand vous disiez ceci exactement, citation, l'enseignement supérieur en Afrique francophone est confronté à d'importantes crises liées à l'évolution sans cesse croissante des effectifs, aux besoins matériels, financiers, organisationnels et humains que cette évolution s'impose. Fin de citation. Alors, est-ce qu'on est conscient, selon vous, de tous ces problèmes qu'il y a? Est-ce que les dirigeants arrivent à anticiper là-dessus? Je n'ai pas l'impression parce qu'on a l'impression que les problèmes en Afrique en fait se traitent à chaud. Vous savez, depuis 1995, dans la plupart de nos pays, le nombre d'étudiants dans les universités double tous les 5 ans. Et on a l'impression qu'en réalité, on n'a pas suffisamment anticipé. Parce que cette évolution-là des effectifs va être permanente. C'est-à-dire que jusqu'en 2050, nous allons avoir le nombre d'étudiants qui double tous les 5 ans dans nos pays. Donc il est important que nous puissions nous organiser de manière à savoir que ce n'est pas une crise conjoncturelle de notre situation universitaire, mais c'est une crise qui est structurelle. Donc il faut pouvoir dimensionner la stratégie pour s'adapter de moins à ces contraintes-là qui sont observées. Mais vous avez besoin de préciser qu'il s'agit de l'école francophone. Est-ce que la réalité est tout autre dans les autres parties? La réalité est tout autre parce que vous savez, quand on prend l'école francophone, c'est une école surtout au niveau africain. Vous savez, lorsque les universités ont été créées, par exemple, vous avez, quand on privilégiait la connaissance. C'est-à-dire que c'était une administration post-coloniale et l'objectif, en fait, c'était de traiter les dossiers, de respecter les procédures. Évidemment, les choses ont véritablement avancé. Quand on prend un peu notre situation, on a l'impression que les objectifs pédagogiques qui sont élaborés, en fait, pour qu'on puisse produire la connaissance au niveau des universités, on s'est limité juste à la production de la connaissance. Alors que quand vous prenez en fait une situation d'apprentissage, les méthodes pédagogiques doivent viser la créativité qui est au niveau le plus élevé. Mais la connaissance aussi, c'est important quand même, non? On en a besoin. La connaissance est utile, mais vous savez, la connaissance en fait qui ne permet pas en fait de résoudre des problèmes. Elle ne sert à rien. Vous savez, quand un professeur vous enseigne quelque chose, il faut que vous puissiez l'utiliser, non pas juste pour reproduire ce que la personne vous a enseigné, mais pour pouvoir prendre des décisions et résoudre des problèmes. Et justement, c'est là où le premier problème en fait que l'école vit aujourd'hui. Vous avez des cours magistraux où des professeurs en fait vous enseignent des choses d'il y a 15 ans, ok? Alors qu'aujourd'hui, nous avons une adaptation en fait donc de nos situations. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est le même enseignement qu'on a dispensé à nos parents hier. Et pourtant, ils ne sont pas cancres. Ils en ont fait quelque chose. En fait, aujourd'hui, les aspects disciplinaires, l'enseignement en fait qui vise la production de la connaissance, aujourd'hui, l'UNESCO dit les compétences les plus importantes qu'il faut demander, ce n'est pas une compétence liée à une discipline. C'est ta capacité à résoudre des problèmes, la créativité, la curiosité. Le fait que tu sais travailler en groupe, c'est les compétences qui sont demandées par les entreprises. Alors que l'université est restée centrée en fait sur un aspect disciplinaire et n'a pas su s'adapter véritablement, du moins à ces contraintes-là que nous avons observées. Et c'est l'état des lieux que nous avons fait. Et nous pensons qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse vivre en fait une nouvelle transformation de nos universités pour en faire des centres de créativité et développement donc de l'innovation. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la structure en fait des écoles françaises, c'est-à-dire que l'université effectivement produit de la connaissance et vous avez des entreprises en fait qui viennent
dans les laboratoires de l'université pour chercher cette connaissance-là, pour chercher en fait cette invention, pour en faire des innovations en les introduisant dans la communauté. Par contre, en fait, en Afrique, vous avez l'essentiel en fait des entreprises en fait qui sont des entreprises familiales, des très petites entreprises, des PME de moins de 10 employés, familiales, mais qui sont tournées vers l'import-export et bien des services. Donc, elles n'ont pas besoin de l'université. Et donc, si nous, on reste dans la logique telle que nous l'avons donc au niveau des universités françaises pour juste enseigner aux gens comment on va faire pour pouvoir utiliser la science, et pour pouvoir, quand ils ont accumulé de la connaissance, ça ne va pas marcher. Il faut que nous puissions donner des ressources donc aux étudiants pour résoudre des problèmes, et c'est pourquoi il faut réconcilier l'université avec la communauté. Dans votre ouvrage, vous avez mis quand même un accent sur l'explosion démographique qui apparemment n'a pas amélioré les choses, au contraire les a compliquées. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait maîtriser? Sinon, à défaut de le maîtriser, est-ce qu'on pourrait réellement réussir une adaptation dans un contexte de sous-développement? Absolument. C'est-à-dire que jusqu'en 2100, vous savez, l'Afrique va représenter 40% de la population mondiale en 2100. L'Afrique va doubler sa population actuelle en fait en 2050. Nous sommes aujourd'hui à 1,1 milliard et quelques millions d'habitants. Nous serons 2 milliards en 2050. Donc il est important de savoir que nous avons non seulement une évolution de notre population, mais nous avons surtout une évolution de la population active, c'est-à-dire la population 15-59 ans. C'est là-dedans qu'on retrouve les étudiants, c'est là-dedans qu'on retrouve les populations en situation donc, de recherche d'emploi. Et donc, il faut savoir que nous avons également une évolution fondamentale donc, qui était de 50% dans les années 1970-2010, mais qui va évoluer jusqu'en 2050 en fait à une proportion de 60%, 65%. Avec une moyenne d'âge qui était les 40 dernières années de l'ordre de 20 ans, mais qui va évoluer jusqu'à 25 ans, 30 ans. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous avez, dans une famille, 10 personnes, sur les 10 personnes, vous avez 6 à 7 personnes qui sont en âge de travailler. Donc, le monsieur, en fait, il a étudié, il a des diplômes, il a 30 ans, il est encore chez ses parents, il ne peut pas épouser, donc, il ne peut pas se marier s'il est responsable, et donc, il est comme, en fait, il n'a pas d'emploi, il est dans une situation, en fait, de mort sociale. Et donc, ces situations-là vont amener de véritables problèmes pour nos pays. Un peu comme ce que nous avons connu au niveau de la Tunisie. J'ai croisé en fait les informations sur l'état de la Tunisie en 2000. Quand vous prenez de 1970 à 2010, nous serons dans la même situation que la Tunisie a connue, mais de 2010 à 2050. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une adaptation. Évidemment, l'une des approches... L'adaptation va se faire sur quel principe, justement? Le principe, d'abord, c'est il faut que l'orientation soit donnée par l'État. C'est-à-dire que les options stratégiques, c'est l'État qui, au regard en fait, de sa politique, définit la politique de l'enseignement supérieur, au regard de sa politique globale en fait, de développement. Évidemment, il faut des orientations et elles se déclinent au niveau organisationnel, au niveau politique, au niveau académique, au niveau du management global donc, de la structure. Il faut également chercher les ressources, les financements. Quand vous prenez rien que l'aspect du financement, nous avons aujourd'hui en fait une tendance à croire que c'est de l'Europe en fait ou bien les autres qui vont venir nous donner de l'argent pour transformer notre université. Moi, pour avoir été un acteur donc important en fait au niveau de l'enseignement supérieur, j'ai dit non, nous avons toutes les ressources qu'il faut. Et donc il faut juste que l'école en fait cesse d'être trop élitiste. Vous prônez quand même une certaine autonomisation des universités. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que l'on veuille être autonome et que l'on soit encore sous la coupole de l'État? Quand vous voyez comment nos recteurs courent dans les ministères, vous avez l'impression qu'il n'y a pas véritablement... Et pourtant, c'est des recteurs qui ont été élus, qui ont été élus, mais qui sont en réalité très dépendants. Quel niveau concrètement? Aujourd'hui, l'université doit diversifier ses partenaires. C'est-à-dire que l'État ne peut plus financer l'enseignement supérieur. Il faut qu'on en soit conscient. L'État est un acteur important, mais à côté de l'État, il y a d'autres acteurs qui existent et qui ne sont pas forcément des financeurs, mais qui peuvent être des évaluateurs. Vous savez, l'université, ça a 3 missions, la formation, la recherche et le service à la communauté. Il est important que l'université aujourd'hui se tourne vers son écosystème pour être un acteur et en cela, pour pouvoir y arriver, il faut une autonomie. Cela ne veut pas dire de l'indépendance, mais il s'agit simplement que les gens puissent avoir des procédures, des règles et qu'ils puissent avoir un leadership fondamental pour pouvoir ouvrir l'université de manière en fait à amener des ressources, des sources de financement qui, à mon sens, vous savez, il y a beaucoup de pays aujourd'hui où ce n'est pas l'État qui finance en fait fondamentalement l'université. Avant de marquer une pause, je voudrais quand même que nous revenions sur l'aspect explosion démographique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour maîtriser quand même cette démographie-là? Non, on ne peut pas maîtriser la démographie. Vous savez, ça dépend de la fécondité des femmes, ça dépend des phénomènes de l'immigration. Oui, mais c'est pas pareil d'un continent à l'autre.
En fait, à moins de provoquer des guerres, ou bien d'avoir une famine et autres et tout, on ne peut pas maîtriser. Vous savez, jusqu'en 2040, 2100, oui. Le nombre de personnes en Afrique, l'Afrique en fait est un continent d'avenir, c'est dit, et nous allons représenter 40% de la population mondiale. Oui, mais vous avez entendu quand même un dirigeant très important disait ceci, qu'il ne sert à rien d'avoir 5, 6, 7, 8 enfants alors qu'on n'a pas les moyens de pouvoir les nourrir. Est-ce que ce n'est pas pertinent? Ça c'est stratégique simplement. Il faut, pour un scientifique, on sait que vous avez un pays comme le Japon qui va diviser par 2 du moins sa population. Vous avez, pendant que l'Europe, l'Afrique connaît une croissance de 121% de sa population, vous avez l'Europe qui va décroître pratiquement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons une jeunesse qui aujourd'hui peut conquérir le monde. Il faut lui donner une formation correcte pour que nous soyons capables d'innover et pouvoir donc exporter les compétences africaines. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder, et c'est pourquoi il faut aussi savoir que ces gens-là ne peuvent pas nous financer. Et c'est à nous de prendre conscience en fait de notre avenir et de regarder notre écosystème pour dire nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner du moins sur l'université en insistant sur la créativité et l'innovation. Et si je comprends bien, il faut réinventer l'école pour arrêter de mettre sur le marché des diplômés sans emploi, mais de vrais créateurs. Mais comment procéder? Quelle est votre approche là-dedans? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.